Bonjour, dans cette troisième vidéo, on va s'intéresser à la question de la résistance. La résistance naît en réaction à l'armistice et au régime de Vichy. L'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, à Londres, en est l'acte fondateur. Il s'impose alors, le général de Gaulle, comme le chef de la France libre. Une force armée, les Forces françaises libres, est créée. À partir de 1942, l'opération Torche permet aux Alliés de reprendre le contrôle de l'Afrique du Nord. De nombreux combattants coloniaux renforcent alors les rangs de la résistance. Il s'agit notamment de préparer le débarquement de Provence et de Normandie. Alger devient ensuite le siège du gouvernement provisoire de la République française. B. La résistance intérieure. En parallèle, se développe un mouvement de résistance intérieure, qui se caractérise par une grande diversité de mouvements différents, appelés réseaux. Les FTP, francs-tireurs et partisans par exemple, ou encore l'armée secrète et bien d'autres. Ces réseaux agissent contre l'occupation par différents moyens. Le sabotage, il s'agit par exemple d'empêcher la livraison de matières premières en Allemagne, et donc en fait de contrecarrer l'effort de guerre allemand et la collaboration économique. L'espionnage, que ce soit en faveur de la France libre ou pour différents réseaux de résistants, l'espionnage qui va parfois permettre des actions armées, donc des actions contre des personnes qui collaborent, donc des Français qui collaborent avec le régime de Vichy, enfin qui participent au régime de Vichy et qui collaborent avec l'Allemagne nazie, ou encore des dignitaires nazis qu'il s'agit souvent d'assassiner. Des tracts ou des journaux clandestins sont aussi produits et diffusés. Il s'agit ici de convaincre la population française de s'opposer au régime de Vichy, voire de résister. Enfin, encore, cela passe par l'aide aux prisonniers, que ce soit des prisonniers politiques ou des prisonniers juifs qui subissent la collaboration de Vichy ou directement l'armée nazie qui traque les juifs sur le territoire français. Il s'agit aussi d'aide à la fuite de clandestins, donc notamment de parachutistes anglais qui sont traqués par la police, ou encore de juifs. Cela passe également par l'aide au ravitaillement des maquis. Ce rôle est souvent donné, en tout cas occupé par des femmes, et souvent ce rôle a été un petit peu oublié, ou en tout cas moins mis en avant que les actes de sabotage, d'espionnage, les actions armées diverses. Et aujourd'hui, on le remet un petit peu en avant, en tout cas sa juste place, ce type d'aide, de ravitaillement des maquis, des actes souvent occupés, donc on l'a dit, par des femmes. La résistance est enfin composée de différentes personnes, de tous bords politiques, dont de nombreux communistes, surtout après l'invasion de l'URSS par Hitler, mais également de jeunes refusant le STO, et c'est très très fort à partir de 1943. Ils forment donc des maquis, d'où ils mènent les actions qu'on a déjà mentionnées. Enfin, la résistance, progressivement, est unifiée. En 1941, De Gaulle charge Jean Moulin d'unifier les mouvements de résistance. En 1943, il crée le Conseil national de la résistance, le CNR. Le CNR a plusieurs missions, mais parmi elles, il s'agit donc d'unifier la résistance, et on le verra plus tard, le CNR a aussi un programme politique qu'il s'agit d'appliquer à la libération. Les résistants de l'intérieur se regroupent dans des FFI, les Forces françaises intérieures, et mènent des actions contre l'ennemi. Grâce aux Alliés, au FFL et au FFI, Paris est libéré en août 1944, et le général de Gaulle prend alors la tête du gouvernement provisoire de la République française, le GPRF. En résumé, il faut distinguer résistance extérieure, menée depuis Londres notamment par De Gaulle, résistance intérieure, sur la base des réseaux de résistance, et l'unification de la résistance, qui est opérée par Jean Moulin notamment. Enfin, participation à la résistance